Bon alors, les banques centrales, ce sont des organismes supranationaux qui n'obéissent personne. En tout cas, je vous dis, il n'y a pas un seul élu qui peut leur donner des ordres ou des directives, et il n'y a même pas un seul, on va dire, bureaucrate de ceux qui nous gouvernent. Vous savez. Même ma jumelle maléfique Ursula, donc la toute puissante, même elle peut pas commander là-bas. Non, la banque centrale, c'est le vrai pouvoir. Je veux dire, c'est comme comment dire, c'est comme un procurateur, voilà, genre Ponce Pilate, qui nommait donc dans une région et finalement c'est lui le chef. Les autres ils sont là, ils font comme si, voilà, mais c'est quand même la banque centrale qui, on va dire, qui rige le tout. Pour cause, et le BI au pouvoir bien plus puissant, donc c'est lui de FMI, de Réserve fédérale ou de la City. Enfin, je veux dire, on va dire, le BI au pouvoir de ceux dont il ne faut pas prononcer les noms, le Voldemort. Voilà. Et la banque centrale, c'est quoi ça, on va dire, fonction? Ben, c'est une fonction officielle, c'est de surveiller l'inflation. Voilà. Non, ben, comme ça paraît louable. Mais si on regarde un peu plus près, c'est pas si louable que ça. Par exemple, l'inflation, ça vient d'où? Comme ça, hein? Bah, l'inflation, ça vient du fait qu'on imprime trop d'argent. Oui, c'est comme ça. Je vous avais déjà expliqué à plusieurs reprises que normalement, dans un pays où tout va, où c'est bien réglé, vous voyez, le volume de choses qu'on peut acheter va correspondre à un volume d'argent. Voilà. C'est comme ça, c'est la règle. La règle, donc, dans toutes les économies qui fonctionnent bien. Et c'est vrai que les métiers d'économiste, aujourd'hui, il est un peu en voie de disparition. Un peu comme des ouvriers. Aujourd'hui, on parle des financiers. Voilà. Mais si on parle d'une économie saine, normalement, tu dois avoir le même, donc, quantité de choses que tu peux acheter par rapport à l'argent. D'accord? Voilà. Si tu augmentes le volume d'argent, ben, je veux dire, tu augmentes l'inflation. Par exemple, si vous avez un kilo de pommes qui coûte, on va dire, 10 euros, ben, ici, vous augmentez, on va dire, les 10 euros en imprimant un peu plus de billets, en faisant genre, allez, 15, ben, c'est toujours les mêmes kilos de pommes, hein, sauf qu'il va coûter 15 euros, vous voyez? Parce que je veux dire, on a augmenté le volume monétaire. Et plus on va augmenter, plus finalement, vous augmentez les prix. C'est quand même ça la base, là. Aujourd'hui, dans le monde, quand on prend tout l'argent qui existe, avec tout cet argent-là, on ne peut dépenser que 10% pour acheter des trucs, des châteaux, des bateaux de caviar, des baignoires de caviar. Ben, on n'a pas assez de caviar pour les remplir, les baignoires, et c'est problématique. Voilà. Donc, du coup, on se trouve dans une situation où il y a trop d'argent. Et normalement, donc, si je veux dire, on, on évalue l'argent par rapport justement les choses achetables, on diviserait le volume par 10. L'argent, elle perdra de sa valeur. Ça crée une inflation énorme. Donc, et les banques centrales, elle est là justement pour surveiller ça, pour guetter. C'est sa différence avec, par exemple, la Banque de France. La Banque de France, jadis, donc c'était une banque d'un pays. Donc, ça obéissait aux ordres du gouvernement, aux élus, qui étaient là en train de dire, décider pour le bien du pays s'il fallait augmenter ou baisser les taux d'intérêt. Voyez, c'était un peu ça le principe. S'il fallait aussi augmenter le volume monétaire pour, je sais pas moi, pour réguler un peu l'histoire de rapport entre l'argent et les biens matériels. Parce que les biens matériels, on peut en fabriquer plus, voyez. Donc du coup, on peut aussi augmenter les volumes monétaires. Parce que sinon, ça crée d'inflation et c'est pas toujours mieux, voilà. Mais ça, c'est quand il s'agit de banques qui sont donc souveraines, voilà, qui appartiennent à l'État. Là, on parle d'une banque centrale, donc qui est au-dessus de tout le monde. Et elle, donc, c'est l'inflation. Alors, mais pourquoi faire? Ben, tout simplement que cet argent-là, cette grosse masse d'argent qui normalement, si on est dans une économie, donc on va dire fonctionnelle, ben, sera divisé par 10. Et ça, non, ça va pas. Non, ça va pas. On n'imprime pas l'argent pour, je veux dire, qu'il perde la valeur. On est d'accord. Voilà. Donc, du coup, elle utilise diverses méthodes. Par exemple, en Europe, c'est le chômage. Oui. En Europe, donc, normalement, c'est comme ça, je veux dire, il est interdit d'avoir un plein emploi. Il y a un minimum de taux de chômage qu'il faut respecter. Voilà. Pourquoi? Ben, enfin, s'il y a, par exemple, trop de travail, un ouvrier, oui, je sais que ça n'existe plus tout le monde, mais enfin, supposons qu'on a des ouvriers, d'accord? Donc, un ouvrier, ben, il faut supposer aussi qu'on a des usines. Enfin, bon, bref, écoute, imaginez, voilà. Imaginons que donc un ouvrier et qu'on a un choix d'usine, d'accord? Voilà.
Ben, s'il a un choix de métier, il va choisir celui, on va dire, qui est le mieux payé, où il y a plus d'avantages sociaux, par exemple. D'accord? Donc, ben, ça va augmenter les salaires. Ça va augmenter, on va dire, le main-d'œuvre et ça va forcément augmenter les prix. Ici, ça augmente les prix, ça augmente, enfin, je veux dire, l'inflation. Mais pour les ouvriers, on s'en fiche puisqu'il y a des salaires qui augmentent en même temps. Voyez. Donc d'expliquer que c'est pour le petit peuple, là je veux dire l'histoire de l'inflation, c'est un peu un foutage de... voilà, d'accord? En revanche, là où c'est dramatique, c'est que par exemple les emprunts, hein, pour acheter une maison, d'accord? On emprunte donc une somme d'argent et au bout de 10 ans, ben, cette somme d'argent, elle ne vaut plus rien. Ça ne veut pas dire que votre maison a perdu de la valeur, non, parce que le prix de la maison, il augmente. C'est l'emprunt qui perd de la valeur, l'argent, voyez. Et pour les banques, hein, c'est un grand manque à gagner. Donc, si c'est la banque qui dirige le monde, vous comprenez que ça ne lui plaît pas tellement. Alors, donc, du coup, elle va veiller au grain, enfin, en tout cas, à l'inflation, pour dire que non, 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 il ne faut pas que l'argent perde la valeur. Non, 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 voilà. Donc, non, mais parce que c'est lui qui va perdre la valeur, par exemple. Non, mais si, par exemple, vous avez la malchance d'avoir plein d'argent, ça peut arriver, hein. Vous le placez dans une banque ou, je sais pas, dans n'importe quel truc, je sais pas, une pension ou de fonds ou je sais plus quoi, là, hein, d'accord? Et là, je dirais, votre argent, il correspond à sa valeur réelle. Ben, vous le divisez par 10, voilà. Oui, ben, les Bernard Arnault, il sera pas content, normal. Alors oui, donc effectivement, les gens extrêmement riches aujourd'hui, ils veillent au grain, en tout cas, ils veillent au fait que l'argent ne perd pas de sa valeur. Donc c'est la fonction principale de la banque centrale, voilà. Mais par exemple, dans les États où il n'y a pas de chômage, prenons la Russie. Vous savez qu'en Russie aussi, ils ont une banque centrale. Oui, 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 oui. Donc leur banque à eux, c'est pas une banque nationale. Non, non, non. C'est une filiale donc de la banque, toujours la même, la Réserve fédérale. Et oui, donc c'était imposé dans les constitutions en 1993. Voilà, un coup de char, voilà. Oui, il y avait 300 personnes mortes, les députés, oui. Mais bon, c'était démocratique. Ah, c'était pour instaurer la démocratie. Donc, les morts au nom d'une démocratie, ça compte pas, d'accord? Voilà. Donc, oui, à cette époque-là, donc, dans les constitutions, on a écrit que la banque russe était donc une banque, je veux dire, autonome. Et elle aussi, il ne billet à personne. Elle fait qu'à sa tête. Enfin, à sa tête, je veux dire, à la tête de celui, donc, comme le Voldemort, il faut pas dire le nom. Voilà. Donc, il se trouve que là-bas, il n'y a pas de chômage aujourd'hui, je veux dire en Russie. Non, 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 je veux dire, ils ont non seulement un plan emploi, mais ils ont même un chômage négatif. Ils n'ont pas assez de gens. Si vous êtes, par exemple, un ouvrier qualifié, un soudeur, d'accord? Vous allez là-bas, vous avez 5 jobs dans la journée qui vous sont proposés. Eh ben, forcément, je veux dire, hein, les salaires augmentent, voyez, les biens sociaux, tout ça. Je dis, les gens aujourd'hui, là, je vous donne juste un petit exemple. Si vous êtes un ouvrier, vous travaillez dans une usine et si vous amenez un copain pour travailler donc avec vous, enfin, je veux dire, à côté, voilà. Ben, si votre copain, il reste 3 mois, on vous verse la totalité de son salaire. Enfin, je veux dire, l'équivalent, parce que lui, les gars, il touche son salaire, ça va de soi, normal. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que là-bas, les coûts de chômage pour garder l'inflation intacte, ça marche pas. Alors, ils ont trouvé un autre truc, un truc assez génial. C'est les taux les taux d'emprunt, voilà. Oui, les taux là-bas sont, exubérants. Vous voulez acheter une maison, c'est, allez, aujourd'hui, c'est 30, 35, voire même parfois 40%. Voilà. Oui, oui, les emprunts, ils sont à ce prix-là. C'est pour ça que là-bas, je vous dis, si vous avez de l'argent, l'immobilier, aujourd'hui, il n'est pas très cher. Oui, on peut investir, donc, en Russie, dans l'immobilier. En tout cas, aujourd'hui, parce que ça va changer. Mais enfin, bref. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et si vous placez votre argent, là-bas à la banque, ben, vous pouvez le placer sur 7 mois, vous n'avez pas le droit de toucher, mais au bout de 7 mois, donc, vous gagnez 20%. Voilà. Je veux dire, si on parle des bons placements aujourd'hui, ben, il faut placer là-bas. Je dis en Russie, je dis en rouble. Voilà. Bref, j'ai oublié ce que je viens de dire. Non, 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 c'est pas du tout une bonne nouvelle. Mais en tout cas, voyez, là-bas, donc, ils utilisent les taux d'intérêt pour donc, justement, garder les taux d'inflation. Et pourquoi? Ben, tout simplement pour que l'argent, la valeur de l'argent reste toujours la même. Oui, parce que je me rappelle quand même que les Russes, c'est un État encore un tout petit peu, je veux dire, sous la domination de Réserve fédérale, enfin comme nous tous, cela dit. Enfin bref, ce que je veux dire que là-bas, donc voilà, on empêche l'investissement. Voilà. Si vous avez de l'argent, vous allez plutôt le placer à la banque qu'investir dans une usine, dans une fabrique et autre. Parce que déjà, vous prenez du risque et en plus, le retour sur l'investissement, il est beaucoup plus long, vous voyez. Il faut être sacré patriote pour, je veux dire, accepter de perdre un peu de sous. Voilà. Donc là-bas, oui, on freine l'investissement. Mais on fait exactement pareil aux États-Unis. Voilà.
Aux États-Unis, c'est pareil. En plus, là-bas, je dis, ils sont tous endettés. Et la dette, c'est un sacré moyen de blanchir le pognon. Enfin, le pognon qu'on emprunte. Voilà. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dis, quand on imprime trop d'argent, il faut trouver des diverses choses comment dire, évacuer sans que ça se voit trop. Et donc, aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont avec ce problème-là. Ils peuvent pas investir dans l'industrie, parce que déjà, les banques, ils vont pas suivre, parce que c'est pas ça leur but, voilà. Et en plus, je me rappelle que celui qui détient donc la banque, enfin, ceux que la banque, on va dire, détient, c'est plutôt les démocrates, voilà. Donc, vous voyez, ça cause un petit léger problème. Et ici, Trump-Minou là-bas, donc, il veut réindustrialiser, il faut qu'il mette les clés sous la réserve fédérale. Voilà. Non, c'est vrai, je veux dire, là, ça commence à être, on va dire, dangereux. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont déjà essayé, ils ont eu des problèmes. À commencer par Lincoln. Donc, vous comprenez que ça joue très serré là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, le Trump-Minou? Il s'est dit, tiens, je n'ai que voir si on tourne tous honnêtes là-bas. Oui, parce que la banque centrale, la réserve centrale, elle a quand même des engagements par rapport à l'État. Voilà. Vis-à-vis de l'État, donc il a certaines règles qu'il doit respecter. C'est comme ça. Je ne sais pas s'il les respecte. En tout cas, là, Trump-Minou, il a dit, tiens, on va voir effectivement où c'en est. Donc, il va faire des audits. Et aussi, il a dit qu'il allait regarder ce qu'il y a dans le Fort Knox. C'est là, donc, la réserve d'or, là-bas. Oui, on n'a pas le droit d'aller vérifier, donc, c'est pas évident, mais bon, il a dit qu'il allait voir. Parce que quelque chose me dit que il doit en manquer. Et s'il en manque un seul lingot d'or, les Trump-Minou, il accuse donc la réserve fédérale de ne plus donc obéir à la règle, voilà. Et il dit, voilà, on se désolidarise de cette boîte privée, voilà, on dit, voilà, et on privatise, enfin, je veux dire, nationalise le dollar, voilà. Le dollar, ça devient une monnaie nationale et on supprime tous les dettes. Oui, c'est ça le plan. Oui, parce qu'il y a une dette absolument énorme, donc si on nationalise la chose, donc on s'arrange entre nous, voilà. Donc on nationalise les réserves fédérales et on dit la dette c'est fini, voilà, comme ça, direct. Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce qu'il y en a déjà qui l'ont fait? Oui. La fameuse nuit de cristal, vous savez? D'un seul coup, les Allemands, ils ont annulé la dette, comme ça, pouf, pouf. C'est qui l'a fait? Adolf Hitler. Oui, parfaitement. Oui. Je suis en train entre guillemets, faire de parallèles entre Trump-Minou et Hitler. C'est comme ça. Oui, je suis désolée, mais ouais, ce sont des faits historiques. Hein. Voilà. Et je dirais même plus, tous ceux qui sont derrière Trump-Minou là-bas, c'était les mêmes qui étaient devant le petit Adolphe. Oui, j'ai les Ford, les Boeing, les Rockefeller, tout ça. Oui, c'est comme ça, voilà. Donc, du coup, ça pose un problème aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, je dis, en France, hein, la question se pose, est-ce que fasciste ou pas fasciste? Non, c'est vrai. Ils utilisent les mêmes méthodes et, entre guillemets, il est mis en place sur les mêmes gens. Et même, il paraît qu'ils font des gestes. Enfin, Ursula aussi, il fait des gestes un peu. Hein. Peut-être pas les mêmes, enfin, vous savez, si on cherche les comparaisons, on peut en trouver. Voilà. D'autant plus que le fascisme, vous savez ce que c'est? Oui, c'est une idéologie, c'est du caca, c'est tout ça, d'accord. Mais avant toute chose, le fascisme, c'est un outil. Voilà. C'est un outil, comme un couteau. Un couteau, on peut bien l'utiliser pour attaquer comme pour se défendre. Ou pour torsionner une tartine, voilà. Ou alors encore, je dis faire des sculptures, voyez. Un couteau, voilà. Le fascisme, c'est un couteau, voilà. C'est un instrument et tout le monde peut s'en servir. Oui. Oui, à l'époque, donc, c'était ceux qui voulaient ceux qui voulaient, entre guillemets, se débarrasser de cette clé de financiers qui ont, je vous rappelle, créé une énorme catastrophe aux États-Unis en 1929. Voilà. Donc, depuis ce temps-là, les mecs, ils se sont dit, tiens, la première guerre mondiale, c'est elle qui les a créés, on va faire une deuxième guerre mondiale pour s'en débarrasser. Oui, c'est comme ça. Ce sont des faits historiques, on n'y peut rien. Voilà. Donc, ils ont, on va dire, créé une autre plateforme financière, donc en Suisse. Bah oui, qui met de la guerre, créer une, on va dire, plateforme financière. Voilà. Ils ont armé jusque dans donc les Allemands. Donc voilà. Et ils ont démarré la Seconde Guerre.
Et je veux dire, c'était qui le peuple qui était le plus mal vu pendant cette guerre-là, hein? D'un seul coup, on ne sait pas. Je dis, il y a des gens dans le monde comme ça qu'on déteste, hein. En tout cas, je veux dire, on dit que c'est le plus détesté, voilà. Non, pas parce que je veux dire, on a exterminé beaucoup d'autres gens, vous savez, à l'époque. Par exemple, les Russes, 14 millions morts. Voilà. Non, je parle pas des soldats, non, non. Il y avait 26 millions de morts en tout, enfin un peu plus. Mais parmi ces 26 millions, il y avait 14 millions de civils, voilà, qui étaient exterminés tout court, voilà. Quand vous avez une ville qui vous fermez entièrement, en empêchant quoi que ce soit arrivé là-bas, je veux dire, quand les gens meurent de froid, de faim, ça s'appelle une extermination de la population, voilà. Ouais, on peut pas utiliser les termes génocide parce que les termes génocide, on n'utilise que pour ce fameux peuple-là. Mais je veux dire, les exterminations de population, je dis ça, c'est pas la première, pas la dernière, voilà. Mais on ne parle que de ces 6 millions morts. Et je dis pas que c'est bien. Non, non, non. Je me rappelle que, je veux dire, c'est les Russes qui ont donc libéré Auschwitz et mon grand-père est mort à Berlin. Donc oui, je pourrais jamais, jamais, jamais dire que c'est bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Néanmoins, c'est quand même avant toute chose contre eux que tout ça, ça a été dirigé. Voilà. Oui, parce qu'ils possédaient le monde déjà à l'époque. Voilà. Vous voyez, les banquiers, c'est toujours comme ça. Quand les banquiers possèdent le monde, il court un tout petit peu à sa fin. Voilà. Donc, on a essayé. C'était une tentative un peu avortée. Non, enfin, ça a marché au début. Voilà, ça a marché au début. D'autant plus qu'ils ont bien tout rasé donc en Europe. Du coup, ils pourraient construire. Je parle de nos amis alliés là-bas. Mais bon, on va dire, dans les années 70, il y avait un petit retournement. Et voilà. À partir de cette date-là, les autres, on va dire, ils ont réussi à obtenir le droit d'imprimer de l'argent. Et quand on commence à imprimer de l'argent, vous savez tout ce qui se passe. Donc, il faut le blanchir, il faut surveiller l'inflation, tout ça. Alors, on oblige tous les autres pays d'en acheter parce qu'il faut commercialiser après. Quand les gens, ils en ont acheté trop, donc du coup, on crée FMI, donc la dette, voilà. On oblige tous les pays donc d'emprunter. D'abord, les pays pauvres. Voilà, mais une fois que ça marche pas, ben, on commence aussi par des pays riches. Oui, la dette, c'est un super moyen pour blanchir du pognon. Voilà. Et pour contrôler tout ça, banque centrale. Dès que vous avez une opération d'une banque centrale quelque part, vous dites, ça y est, on est une colonie. Voilà, c'est comme ça. Et oui, je veux dire, on peut dire que à l'époque, donc, en 40, fin des années 30-40, ben oui, c'était une tentative qui était quand même plutôt bien partie de réussir de s'en débarrasser de cette clé financière. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on fait exactement pareil? Parce que c'est vrai, les raccourcis ils sont très vite faits, hein, surtout si on reste juste à la surface. Oui, c'est vraiment très très vite fait. Néanmoins, je vous rappelle que le fascisme, c'est un outil. N'importe qui peut s'en servir. Et le fascisme, c'est quoi? Ben déjà, c'est la haine de l'autre. Voilà. C'est, je veux dire, on va essayer de déshumaniser au maximum des populations, voilà, de dire que c'est des cafards, des rats ou je sais pas, des cliques de Mongols qui arrivent pour vous piquer vos PQ, voilà. Suivez mon regard. Hein. Donc après, on dit quoi? Ben on dit qu'on est les seuls qui ont raison. On interdit, genre, je sais pas moi, donc les élections quand c'est pas démocratique, voilà. Oui, je dis quand c'est pas démocratique, on peut interdire les élections et c'est démocratique. C'est justement pour protéger la démocratie. À ce propos, vous êtes au courant que le candidat, le malheureux là, qui s'est présenté en Roumanie, on a annulé ses votes, voilà, juste 12 jours avant le deuxième tour. Non, c'était parce qu'il y avait des Russes, voilà, c'était TikTok, voilà. En même temps, vous savez, notre Mimi, je dis démocratiquement élu, le président français, il a aussi utilisé TikTok là, la dernière fois, quand il a montré la carte là, en montrant au monde entier à quel point il était incompétent. Oui, parce qu'il a montré Lugansk et Donetsk en disant, tiens, ben, c'est des territoires que les Russes ont pris en 2014. Ah bon? Alors, à quoi ça servait les accords de Minsk, lesquels tu mets tout le temps en avant et contre lesquels, je dirais, la France était signataire? C'est vraiment ridicule. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, si on regarde de près là, hein, ben, on se demande lesquels aujourd'hui s'en sert de ce petit couteau, hein. Parce que le pauvre type, là, qui normalement était supposé devenir le nouveau président de la Roumanie, vous savez qu'il est arrêté? Voilà. Oui, il est arrêté, donc on lui colle donc 6 articles. Bah oui, on l'accuse donc forcément d'être pro-russe et d'être fasciste, voilà, pour changer. Et il risque 20 ans de prison, voilà. Et tout ça, c'est pour sauver la démocratie. Si vous trouvez là-dedans une quelconque logique,
je vous félicite. Mais en tout cas, vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, d'être russophobe aujourd'hui, ça paraît normal. Les Russes, c'est de... Et ça fait quand même depuis quelque temps que c'est comme ça. Hein. L'idée même que des Russes, ça peut être des gentils, bah, c'est à peu près comparable à l'idée que peut-être, éventuellement, tout petit chouïa, le peuple élu peut, je dis pas d'être responsable, coupable, non, surtout pas. Mais peut-être que d'un certains points de vue, comme ça, parfois, ils agissent dans un sens qui peut toujours être vu d'une façon pas tout à fait correcte. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on a dans la tête, il y a deux axiomes. Première chose, les Russes, c'est des méchants. Deuxième chose, les Juifs, on n'y touche pas. Voilà. D'accord? Au moins ça, on a compris. Mais la russophobie, c'est l'antisémitisme. C'est exactement la même chose. Alors, peut-être que vous ne le comprenez pas aujourd'hui, mais c'est exactement pareil. Et les crimes de guerre qui se passent là-bas en Russie maintenant, dont tout le monde en parle, mais dont on n'est absolument pas au courant, vous savez, dans quelques années, on va dire de la même façon. On ne le savait pas. Mais il y a suffisamment de preuves qui sont tous les jours présentées donc à l'ONU et elles passent sous le silence. Et ça serait un jour, voilà. Et on n'aura pas l'air fier. Mais c'est comme ça. Et de dire que, je dirais, les pauvres petits Ukrainiens, je dis, un grand État démocratique, civilisé européen, je vous rappelle qu'il y avait une fille de là-bas, extrêmement courageuse, une femme, on va dire, voilà, qui maintenant, je crois qu'elle arrive à 70 ans, c'est pour dire que, elle a pas, je veux dire, c'est pas vraiment, je veux dire, une activiste, donc jeune et dynamique, avec une super santé, voilà. Donc, cette femme-là, donc, Berejnea, elle allait à l'ONU pour justement avertir le communauté internationale de tous les crimes qui se passent là-bas, je veux dire, dans ce pays civilisé et depuis quelque temps extrêmement riche. Voilà. Donc, qu'est-ce que s'est passé? Directement, en rentrant de Washington, elle allait en prison, voilà. Et là, donc, elle a coupé de 14 ans de prison. Je pense pas qu'elle sortira vivant de cette prison-là. Et oui, on a alerté la population, on a alerté donc les journalistes, les fameux, vous savez, hein. On a alerté tout le monde. Tout le monde était alerté parce que là, c'est quand même ouf. Ah. Et tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. On ne se rappelle que de Russes qui sont méchants. Voilà. Eux qui sont à nos frontières. Enfin, je veux dire, si les connaissances de géographie, donc les populations françaises, est à peu près équivalente aux connaissances de Sédacier, en tout cas, je veux dire, de l'Ukraine, de notre Mimi démocratiquement élu, effectivement, tu peux t'interroger sur le fait que, oui, les Russes sont à nos frontières. Après, il faut définir les frontières. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, les problématiques qu'on a, c'est qu'on a des gens au pouvoir, voilà, un pouvoir supranational qui est absolument pas élu, qui impose ses règles, avec une idéologie, mais là, absolument, qui dépasse tous les mythes. Un petit peu comme en Allemagne, à ces années-là. Voilà. Oui, je suis désolée, je fais cette comparaison mal, mais enfin, elle s'est présentée elle-même. Hein. Non, regardez aujourd'hui, la trame de l'Europe. De quoi on parle aujourd'hui en Europe? C'est quoi le point principal, finalement, autour duquel toute l'Europe s'unisse? Enfin, toute. En tout cas, on dit que toute l'Europe s'unisse. C'est quoi? C'est la Russie. Voilà. C'est la Russie, il faut sauver l'Ukraine. L'Ukraine, de laquelle, je vous rappelle, tout le monde s'en fiche. À commencer par notre Mimi Premier, donc démocratiquement élu, qui a montré au monde entier qu'il connaissait même pas ce dossier. Voilà. Donc aujourd'hui, désolé, on peut toujours dire que Trumpinou-Minou, parce que justement, il agit à peu près de la même façon, donc, en s'opposant à ce monde, on va dire, financier tout puissant, on peut toujours faire des recours et de dire que c'est un fasciste. Voilà. On peut traiter tout le monde de fasciste. Mais si on réfléchit ne serait-ce qu'un tout petit peu, voilà. La Banque fédérale, oui, c'est une tentacule de cette énorme pieuvre qui nous entoure tous autour de tête et finalement qui ne pense qu'à l'argent. Et l'argent aujourd'hui, non seulement il faut en gagner, en blanchir, mais il faut aussi faire des économies. Et sur qui on fait les économies? Tiens, je vous laisse réfléchir par vous-même et de faire un tout petit peu de conclusion. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais vous parler d'une autre super arnaque, une arnaque géniale, tissime, et assez marrant d'ailleurs, les terres rares en Ukraine. Voilà. Allez, à la prochaine.